Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver ici au cœur de la rédaction pour ce nouveau numéro de l'autre 20h. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler d'Alexandre Benalla qui était auditionné ce matin par le Sénat. On va aussi revenir sur les enjeux géopolitiques autour de la Centrafrique et puis restez avec nous puisqu'après ce nouveau numéro de l'autre 20h, nous vous proposons un entretien exceptionnel avec Jean-Baptiste Mallet, journaliste qui a enquêté sur le système Pierre Rabhi. Mais tout de suite, c'est l'actu. Monter jusqu'en haut d'une grue pour mettre à l'agenda un sujet brûlant. C'est la stratégie qu'ont choisie ce matin, à Lille et à Strasbourg, 3 mères d'enfants handicapés. 2 semaines après la rentrée des classes, elles veulent interpeller le gouvernement sur le manque d'auxiliaires de vie scolaire et la précarité des aidants familiaux. Un contexte qui oblige souvent les parents à arrêter tout simplement de travailler. La guerre commerciale et les surtaxes sur les importations chinoises ne suffisaient pas. Le président américain Donald Trump accuse désormais Pékin d'ingérence politique. Les Chinois, qui ont eux aussi imposé des surtaxes aux produits américains en guise de rétorsion, cibleraient exprès des biens fabriqués dans les bastions du locataire de la Maison-Blanche, histoire d'influencer les résultats des élections de mi-mandat qui approchent. Réponse de Pékin, nous n'acceptons pas l'ingérence d'autrui dans nos affaires intérieures et nous ne faisons aucune ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Un témoin du siècle dernier de ces brûlures s'est éteint, une femme engagée à tirer sa révérence. La cinéaste et écrivaine Marceline Loridan-Ivens avait 90 ans. Elle avait survécu aux côtés de Simone Veil au camp d'Auschwitz-Birkenau. Figure du devoir de mémoire, elle avait aussi épousé les causes anticolonialistes, notamment en Algérie et au Vietnam. Ce matin donc, Alexandre Benalla était auditionné par le Sénat et pour notre journaliste Assina Meshaï, cette affaire révèle surtout des gros problèmes dans nos institutions. Regardez. Ce matin, Alexandre Benalla a été auditionné pour la première fois par une commission sénatoriale. Depuis que cette dite affaire a éclaté début juillet, les auditions des protagonistes de cette affaire se succèdent. Et depuis qu'Alexandre Benalla a été identifié sur les images du tabassage en règle d'un manifestant, les médias bruissent. Faits et révélations s'emboîtent comme des poupées russes folles. Mais il n'y a pas d'affaire Benalla, sauf à considérer que cette dite affaire est un instantané du macronisme auquel cet homme a servi de simple catalyseur. Au sens chimique du terme, un précipité est apparu alors, de plus en plus opaque malgré toutes les tentatives parlementaires, médiatiques et judiciaires d'interroger les faits. Et cette dite affaire est aussi un révélateur, toujours chimique, du pouvoir tel qu'il se pratique sous la Ve République. Car qu'est-ce que le macronisme ? Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait eu durant sa campagne un positionnement qui se résumait à ni gauche ni droite. La gauche, la droite, ça c'était l'ancien monde, vertical, attendu, convenu. Il l'avait promis, le sien sera disruptif, plus horizontal, la start-up nation en somme. C'était cela la force du macronisme d'avant-élection, ce côté gazeux, volontairement indéfini. Il donnait l'impression qu'à force d'être nulle part, il était partout. Un positionnement idéologique volatile qui désorientait même les plus aguerris de ses opposants. Dans la pratique du pouvoir, ce fut autre chose. Fini l'évanescence, retour à la verticalité, la rude, la tranchante, celle que les images d'Alexandre Benalla frappant un manifestant ont comme illustrée. Le macronisme au pouvoir avait de toute façon commencé par un coup d'éclat, celui d'une humiliation publique de l'armée. Emmanuel Macron avait exécuté Manu Militari, le chef d'état-major des armées. « Je suis votre chef », avait-il affirmé. Le président fraîchement élu répondait ainsi aux critiques du général Pierre de Villiers, portant sur l'annonce d'une coupe de 850 millions d'euros dans le budget de l'armée. « C'est moi qui commande au suivant ». Tel aurait pu être le sous-titre de cette scène inaugurale du macronisme. Message compris pourrait être la réponse des autres corps constitués, police, médias et parlement. C'est ce que dit la dite affaire Benalla. On sait par exemple qu'Alexandre Benalla supervisait le projet de réforme visant à remplacer les gendarmes et policiers chargés de la sécurité du président de la République par une structure ne répondant qu'aux ordres du chef de l'État. Une garde prétorienne en somme. Un projet qui a pu heurter la structure policière, peut-être plus rétive et moins souple que l'armée. Selon des informations du Canard enchaîné, Emmanuel Macron a été dans le viseur de hauts fonctionnaires de la préfecture de police qui visiblement vivaient mal l'omniprésence et l'impunité apparente d'Alexandre Benalla. De là à faire fuiter vers la presse 2 mois après les événements de la Contrescarpe l'identité du tabasseur de manifestants, l'enquête le dira.
Cette affaire dit aussi quelque chose, évidemment, de nos institutions, celle de la Ve République née dans le fracas de la guerre d'Algérie et qui a été pensée comme un refus de l'ultra-parlementarisme de la IVe République. La Constitution de 1958 pense le pouvoir de façon verticale, avec au sommet le président censé rencontrer le peuple lors de l'élection. L'article 16 cristallise à lui seul ces dimensions monarchiques du pouvoir absolu, puisqu'il accorde les pleins pouvoirs au président en période de crise. Souvenez-vous là encore, devant ses fidèles, Emmanuel Macron avait déclaré « S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi, et moi seul, qu'il vienne me chercher ». Rodomontade, puisque l'article 67 de cette même Constitution déresponsabilise le président des actes accomplis en son mandat. Alors concluons à la façon de Magritte. Ceci n'est pas une affaire, ceci n'est pas l'affaire Benalla, ceci est une faille institutionnelle. Soyons précis, comme n'a cessé de le répéter aujourd'hui Alexandre Benalla devant la commission. Oui, soyons précis. Et puis, si vous voulez en savoir davantage sur l'affaire Benalla, je vous invite à lire le papier de notre journaliste Serge Faubert qui est disponible sur le Mediapresse. Un tout autre sujet maintenant, puisqu'on s'est demandé si l'Afrique n'était pas le nouveau terrain de jeu des Russes. Théophile Kouamouo a tenté de répondre à cette question, on regarde. Le 21 août dernier, la Russie et la République centrafricaine ont signé un accord de défense. Il officialise une dynamique enclenchée depuis près de 2 ans. C'est une petite révolution. Ancienne colonie tricolore, la Centrafrique est demeurée après son indépendance le bac à sable de l'armée et des politiques français. Notre mémoire collective se souvient de l'affaire des diamants, avec Valéry Giscard d'Estaing et le pseudo-empereur Jean Bédel Bokassa. La relation entre Paris et Bangui est entrée dans une zone de défiance à cause d'un homme. Idriss Déby, le président du Tchad voisin, au pouvoir depuis 28 ans. C'est l'homme de la France dans cette partie du monde. C'est un pilier de la lutte antiterroriste au Sahel. Pour comprendre le présent, petit détour par le passé. En 2003, François Bozizé arrive au pouvoir par la grâce de la France et du Tchad. 10 ans plus tard, il se brouille avec Paris autour de l'exploitation par Areva d'un gisement d'uranium. Il est à son tour menacé par une rébellion venu du Tchad. Il soupçonne Paris d'être derrière tout ça et cherche à nouer de nouvelles alliances internationales. Écoutons ce que nous en dit l'écrivain Thomas Dietrich, bon connaisseur de cette partie du monde. La France a soutenu le renversement de François Bozizé en 2012 en sponsorisant via le Tchad la rébellion de la Séléka. Et à ce moment-là, au dernier moment, alors que la Séléka, qui était une horde de mercenaires principalement composée de Tchadiens et de Soudanais, fondait sur Bangui, Bozizé a fait appel via des hommes d'affaires à Jacob Zuma en Afrique du Sud, qui a envoyé 400 hommes en échange de contrats léonins sur les matières premières, puisque la Centrafrique est très riche en matières premières. Sauf que cette intervention-là sud-africaine n'a servi à rien, puisque la Séléka est quand même entrée dans Bangui au prix d'une quinzaine de morts sud-africains et a conquis le pouvoir. Bozizé en a été chassé. Après une période d'instabilité, l'actuel président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, est élu démocratiquement. Il dirige un pays occupé à 80% par des milices incontrôlables. Comme son prédécesseur, dont il était le Premier ministre, il ne fait pas confiance à l'ancienne puissance coloniale pour établir l'ordre républicain. Il choisit de tendre les bras à Poutine. Faustin Archange Touadéra, voyant que la France n'était pas capable de battre les milices, que ce soit les ex-Séléka ou les anti-Balaka, a fait appel aux Russes, donc suite à une rencontre en 2017 à Sochi entre lui et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Des mercenaires russes ont été envoyés à Bangui, ont très vite formé l'armée centrafricaine, ensuite assuré la garde présidentielle de Faustin Archange Touadéra, le conseil, et en échange, bien sûr, exploite les immenses ressources minières et forestières qu'il y a en Centrafrique. Et tout cela, c'est détriment de la France, puisque la France a perdu son influence face à l'arrivée des Russes. On parle souvent de la société en Centrafrique, la société Wagner, la société militaire privée, qui a déjà opéré en Crimée, qui a déjà opéré en Syrie, et qui apporte un peu les gros bras, et avec une sorte de partenariat avec les Chinois, puisque les Chinois apportent les capitaux, et finalement les Russes apportent la main-d'œuvre militaire. Durant la guerre froide, Moscou a soutenu, pour des raisons géopolitiques, les mouvements de libération nationale en Algérie, en Angola ou en Afrique du Sud. Aujourd'hui, son comeback peut faire bouger bien des positions. Alors, moi je pense qu'il y a une offensive assez large, une sorte de tentative de construction d'un axe. On a toujours voulu construire des grands empires via des axes en Afrique,
on se rappelle la colonisation. Et là, l'axe qui est privilégié par les Russes, c'est vraiment l'axe qui part de Khartoum au Soudan jusqu'à Luanda en Angola, les Russes ayant envoyé dernièrement un satellite de télécommunication angolais dans l'espace. Et bien évidemment, ça vient heurter d'autres intérêts qui sont les intérêts français, notamment dans son précaré qui est l'Afrique centrale, le Centrafrique, le Tchad. Le Tchad, pour l'instant, reste insensible aux appels de pied des Russes, mais il y aura peut-être des développements à venir s'il y a des changements de régime. Pour résumer, oui, Moscou veut retrouver une influence en Afrique, un continent jeune, où les multinationales françaises et américaines gagnent de l'argent, où la Chine et l'Inde vendent de plus en plus de motos ou de médicaments bon marché. Oui, cette ambition passe par une réaffirmation de sa puissance militaire. Et oui, comme toujours, ce sont les populations les plus fragilisées, les citoyens ordinaires qui pourraient être victimes du grand jeu qui se met en place. Et au-delà de tout, c'est la souveraineté des peuples africains qui est piétinée une fois de plus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette autre 20h, mais restez avec nous puisque nous vous proposons un entretien exceptionnel. Julien Brigaut a reçu le journaliste Jean-Baptiste Mallet qui a enquêté sur le système Pierre Rabhi. Jean-Baptiste Mallet d'ailleurs que nous tenions à féliciter pour sa nomination au prix Albert Londres pour son livre L'Empire de l'or rouge. Merci de liker, partager puisque sans vous, une autre information n'est pas possible. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de l'autre 20h.